Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important pour l'Afrique, l'électrification de l'Afrique. En l'an 2050, les Africains seront plus de 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants, tout un programme. Pourquoi tout un programme? Quelle solution aujourd'hui pour l'électrification de l'Afrique? Alors pour en parler, nous avons un expert à ma droite, M. Sébastien Périmoni, qui est vice-président de Solidarité Progrès de chaque Cheminade, qui était candidat en 2012 aux élections présidentielles en France. Et à ma gauche, nous avons M. Kara Soli, qui est le directeur de rédaction du journal Afrique Nouvelle. Vous êtes également présentateur des émissions politiques à Zion Télévision. Voilà, bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, d'emblée, nous rentrons dans le vif du sujet pour parler clairement de l'Afrique. L'Afrique, vaste chantier. Alors, comment peut-on faire pour réussir ces chantiers? Déjà, je dirais qu'il faut le placer dans le bon contexte. On ne peut pas parler du développement de l'Afrique aujourd'hui en soi, parce que ça s'inscrit dans un contexte international. Et aujourd'hui, la question du développement de l'Afrique est plus une question de géopolitique mondiale que question africaine en soi. L'Afrique aujourd'hui n'est pas maître toujours de son destin, on le sait bien. Et ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui on ne veut pas faire face à la réalité, aujourd'hui il y a un tabou qu'il faut briser en France, c'est que dans le monde, il y a un danger aujourd'hui de guerre mondiale imminent. Les signaux sont au rouge partout dans le monde. Et évidemment, si on laisse ce danger se développer, l'Afrique pourra encore attendre 2 siècles, comme elle a attendu déjà 5 siècles pour se développer. Qu'est-ce qu'il faut dire qu'il y a un danger Il y a un danger immédiat de guerre mondiale. Alors, on reste 2 minutes. Juste sur cette question, pour vous donner, 2 minutes. M. Steinmeier, qui est le ministre actuel ministre étrangère des Affaires allemandes, vient d'en parler publiquement. Et la semaine dernière, sur son site, le European Leadership Council, vous pouvez le trouver sur son site internet, a publié un rapport qui s'appelle « Éviter une guerre en Europe. Comment réduire le risque d'une confrontation militaire entre la Russie et l'OTAN ». Alors ça ne vient pas d'un site de conspirationnistes où on parle des Illuminati ou je ne sais quoi. Dans ce think tank, le European Leadership Council, vous avez l'ancien Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, vous avez Helmut Schmidt, l'ancien chancelier allemand, et vous avez des Français comme Michel Rocard, comme Paul Quilès, qui était ancien ministre de la Défense, et qui pointent ce danger immédiat d'une confrontation aujourd'hui entre l'OTAN, et tout ce qu'il y a derrière évidemment, et la Russie. Donc je pense, si on veut parler du développement de l'Afrique et de l'électrification en particulier, je pense que ça doit aussi s'inscrire dans ce contexte global-là, de pouvoir aussi faire face à cette réalité pour pouvoir aujourd'hui amener le sujet comme il se doit. Et je tiens à signaler qu'une pétition circule de l'Institut Schiller actuellement, qui a déjà été signée par des institutionnels d'Afrique, des États-Unis, de Russie, de partout, pour mettre, en alerte, si vous voulez, de ce danger potentiel aujourd'hui. Alors, on peut comprendre par rapport à l'argument avancé par M. Périmoni, on peut dire que, voilà, à la lumière de tout ce qui s'est passé en Libye, il a parfaitement raison. Libye, pays extrêmement évolué, et au niveau de l'électrification, c'était extraordinaire. Au niveau social, c'est extraordinaire. L'OTAN prend une résolution 1972 et 1973, bombarde le pays en tuant 250 000 personnes. On se trouve avec un pays en ruine. Alors, est-ce que nous allons nous trouver toujours avec ces principes de bis repetita? Oui, justement, ce qu'il a dit, c'est un constat alarmant. Et que nous sommes certes au bord d'une possible guerre, et donc parce que le monde est en ce moment très très instable, et partout il y a des conflits, et donc on ne peut pas développer un continent ou même un pays dans l'instabilité ou bien dans une menace de guerre. Mais aujourd'hui, ce qui nous, comme vous avez dit, donc concernant la Libye aujourd'hui est retournée au Moyen-Âge. Et c'est un pays qui était comme en voie de développement, qu'on peut même dire émergent sous Kadhafi. Et puis et c'est aujourd'hui qu'on se réveille en disant que Kadhafi est un dictateur, et puis on bombarde ce pays, et puis on provoque une guerre civile dans ce pays. Et aujourd'hui, ce sont ces pauvres populations civiles qui souffrent. Et puis l'Europe aussi en subit avec cette immigration massive, malheureusement. Donc, alors, je reste avec vous, on va continuer, et pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, il y a un rapport qui a circulé, qui a donné l'espoir aux Africains, c'est les rapports Kofi Annan. Oui.
ces rapports parlaient des Nations Unies, bien entendu, quand il était secrétaire général des Nations Unies, ces rapports parlaient sur l'électrification de l'Afrique. Alors aujourd'hui, on est toujours à la traîne par rapport à cette électrification. Alors on a souvent des rapports par rapport à l'Afrique, mais on ne fait rien. Oui. Vous allez répondre par rapport à ça. Oui, c'est lui qui a d'abord tiré cette sonnette d'alarme en disant que le développement passe par l'électrification massive de l'Afrique. Et donc, il a fait un rapport dans ce sens à l'époque quand il était secrétaire général des Nations Unies. Et donc, aujourd'hui, ce rapport, c'est vrai, n'a pas donné d'effet parce que pour électrifier l'Afrique, quand même, il faut beaucoup d'argent. Et donc, aujourd'hui, c'est Jean-Louis Borloo qui marche dans les pas de Kofi Annan, donc qui aujourd'hui a donné des chiffres parce que Kofi Annan disait que l'Afrique ne peut pas se développer si elle n'est pas électrifiée. Si, par exemple, l'Afrique dans son ensemble n'est pas électrifiée. Donc, Jean-Louis Borloo, lui, disait a donné des chiffres que 200 milliards d'euros sont nécessaires pour pouvoir électrifier en l'horizon 2025, donc le continent africain dans son ensemble. Est-ce que, en écoutant ces chiffres, vous croyez à cette étude faite par... Je vais vous dire ce que je pense. Non, voilà. Je pense que le développement de l'Afrique, comme je disais, ce n'est pas une question ni aujourd'hui scientifique. Il n'y a pas de problème pour développer l'électricité en Afrique, ni financière. Oui. Aujourd'hui, vous savez, en Europe, on donne 60 milliards d'euros par mois aux banques privées pour les renflouer dans la crise dans laquelle on vit. Donc le problème n'est pas l'argent. Et sur le plan Borloo, ça me fait rigoler parce que c'est comme s'il venait de découvrir l'eau chaude, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y avait déjà le rapport de Tony Blair, vous voyez, en 2003, qui disait qu'il faut développer, l'Afrique a besoin d'électricité. Puis Kofi Annan, aujourd'hui c'est Borloo, et tous les 10 ans, on découvre qu'il faut développer l'Afrique. Et s'il avait accès à l'eau potable et l'électricité, peut-être que les gens iraient mieux. Je pense que c'est une supercherie. Personnellement, j'ai étudié le plan Borloo, je suis allé sur son site encore hier. Il n'y a pas un projet concret, il n'y a que des chiffres. Il n'y a pas un projet pour un barrage, il ne parle pas du barrage d'Inga, il ne parle pas du barrage de la Renaissance, il ne parle de rien. Il n'y a aucun projet concret sur son site internet, tout du moins. Alors, on reste sur alors on continue. Mais juste pour les téléspectateurs, on va pouvoir continuer. Parce que le potentiel pour produire de l'électricité en Afrique, il est gigantesque. Si on prend rien que le potentiel hydroélectrique, on parle de 300 gigawatts potentiel hydroélectrique en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a que 5% qui sont exploités réellement. Un peu en Afrique du Sud, un peu à Inga, un peu ici ou là. 5%, ce qui fait environ 15 gigawatts. Alors que pour vous comparer, en France, on produit 25 gigawatts d'électricité uniquement par barrage hydroélectrique, ce qui est 15% de la consommation française. Alors, on va continuer. Quand l'Afrique du Sud veut mettre de centrales nucléaires, pour vous, vous n'êtes pas d'accord? Je suis 100% d'accord avec ça. Mais parce qu'il y a des protocoles d'accord. On pourrait y venir après. Voilà, tout à fait. Mais je pense que sur la question déjà de l'hydroélectrique, il y a un potentiel gigantesque. On a Inga, on a Ruzizi, et un des espoirs qui est pour moi le plus intéressant, sur le fond et sur la forme, c'est le barrage de la Renaissance, à 2 titres, parce que déjà c'est fait entièrement... Il faut le dire où se trouve. En Éthiopie, en Éthiopie, 6 gigawatts, 6000 mégawatts. Et non seulement qu'il y a un projet qui est en train de se finaliser, qui va fonctionner, et la chose très intéressante, c'est qu'il a été entièrement financé par le pays lui-même. Il n'a pas attendu les institutions financières internationales, le FMI, et tous ces... l'AFD, je ne sais quoi encore, qui promettent des études depuis 20 ans, 30 ans. C'est un projet qui est financé par des souscriptions d'obligations d'État auprès des citoyens éthiopiens. Et c'est un bon exemple parce qu'on vient d'avoir le canal de Suez, vous avez dû voir, qui a été inauguré et qui, de la même manière, a été entièrement financé pour les Africains et par les Africains. Et ça, je pense que c'est l'avenir du financement des projets africains. C'est les Africains, pour les Africains, par les Africains, comme on dit dans la Constitution française pour la France, qui est ce type de projet. On doit arrêter d'attendre des institutions internationales. Alors, si les experts européens peuvent aller aider techniquement ou sur des analyses, oui, mais on ne doit pas attendre que l'Europe finance l'Afrique. L'Afrique peut se financer, peut se développer quand il y a un contexte évidemment politique qui est stable, évidemment. Et je pense que le barrage de la Renaissance en Éthiopie est aujourd'hui l'exemple, un peu un phare si vous voulez, dans le noir, sur lequel on peut se baser pour développer ce potentiel hydroélectrique en Afrique, qui représente quand même 300 gigawatts, ce qui est quand même qui sortirait des millions, des centaines de millions de gens du noir. Il faut savoir qu'en Afrique aujourd'hui, il y a encore des femmes qui accouchent dans le noir au XXIe siècle. C'est quand même invraisemblable aujourd'hui, quoi.
Quand on regarde les enjeux africains, en l'an 2050, comme j'expliquais, l'industrialisation de l'Afrique. Au dernier sommet de l'Union africaine, on a fait état de ce que l'Afrique doit faire avec l'électrification. En l'an 2063, on aura une Afrique électrifiée. Vous croyez-vous à cela? Parce qu'on est vraiment, quand on va dans certaines zones, on se trouve vraiment dans des époques... À des années de lumière. Et on parle d'électricité en plus. Voilà. Et donc, oui, tout à fait. Donc, je reviens juste rapidement sur le rapport Borloo. Et puis après, on va rebondir nécessairement sur donc, le projet de l'Union africaine. Eh bien, Borloo, j'ai assisté à la mairie de Paris, la conférence de presse que Jean-Louis Borloo avait organisée avec Madame Hidalgo. Et il avait en ce moment invité les maires des grandes villes francophones d'Afrique et qui étaient venus à la mairie de Paris. Donc, j'ai assisté à cette conférence. Donc, c'est ce jour-là qu'il avait donné ces chiffres et puis aussi ce plan d'action à l'horizon 2025. Donc, d'ailleurs, il y avait un journaliste de l'Express qui lui avait posé cette question en lui disant que c'est encore le énième rapport pour le développement de l'Afrique. Donc, Jean-Louis Borloo lui a répondu que cette fois-ci, aujourd'hui, il y a des chiffres et que lui, il va, ce plan, donc d'ailleurs, il appelle sa fondation Énergie pour l'Afrique, donc cela, là, ce n'est pas un énième rapport, mais c'est du concret. Et il avait promis de faire une tournée en Afrique pour pouvoir sensibiliser les autorités africaines pour le financement. Aujourd'hui, sur 200 milliards, il déclare qu'il manque aujourd'hui 100 milliards. Donc, ça veut dire que 100 milliards sont déjà disponibles. Donc, sa fondation... Voilà, promis, oui, tout à fait. Je voulais aussi exact. Sur ça. Sa fondation, 80 milliards promis, qui ont été promis au sommet de Copenhague. 20 milliard par les entreprises, par les grandes entreprises françaises. Et puis maintenant, il cherche les 100 milliards auprès des autorités africaines et puis aussi FMI, Banque mondiale et autres, Union européenne. Bon, maintenant, concernant... Rapidement, oui. en une minute. Allez, oui, donc concernant l'Union africaine, oui, l'Union africaine, sa volonté, c'est d'électrifier l'Afrique. Mais bon, ils savent très bien pertinemment, ces chefs d'État, que le développement ne passe pas systématiquement ou seulement par l'électrification. Il faut aussi des pouvoirs démocratiques et stables pour que l'Afrique se développe. Tout à fait. Donc, sur ce plan-là, on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord, mais on n'est pas d'accord sur les principes aussi au niveau des zones économiques. Il y a 7 zones économiques quand on parle de l'Afrique d'elle-même. Et comment faire pour aller chercher on se met toujours dans le principe de quémander, d'aller chercher l'argent ailleurs. Pourquoi on n'irait pas chercher l'argent chez les amis qui ont de zones économiques avec oui, c'est pour ça que l'exemple du canal de Suez ou du barrage de la Renaissance sont des bons exemples, puisqu'ils ont été financés sans aide extérieure. Ont été financés par les citoyens eux-mêmes. Croyez-vous moi, à l'Union africaine? Parce que depuis que cette union existe, ça promet, mais on n'avance pas souvent. On nous renvoie en l'an 2063, mais moi j'ai envie de voir l'électricité maintenant. Pourquoi 63? Combien de temps faut-il faire pour avoir vraiment l'électricité en Afrique? Voilà. Si aujourd'hui on se mettait à travailler, je pense que, par exemple, prenons l'Afrique du Sud, a déclaré en juillet de cette année qu'elle relançait son programme nucléaire. Donc ils vont construire 6 centrales d'ici à 2000, j'avais noté 2030. Voilà. Donc ça, c'est dans 15 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a que 6% d'électricité qui est produite en Afrique du Sud par le nucléaire. C'est la vieille centrale de Coburg. Voilà. Donc ça, c'est un projet. En 15 ans, on peut avoir 6 centrales nucléaires rien qu'en Afrique du Sud. Alors moi, j'ai peut-être choqué des gens qui nous écoutent, mais je pense que l'avenir de l'Afrique passe par le nucléaire. Et si on était sérieux, passe par le nucléaire. Et si on était sérieux aujourd'hui, c'est pas 1000, c'est pas 2000, mais c'est 3000 centrales nucléaires qu'on construirait en Afrique maintenant. Alors, ce qu'on a vu au Japon, ça ne vous suffit pas? Non, parce que c'est pas un problème du nucléaire, c'est un problème de gestion du nucléaire. Il faut maîtriser quand même la technologie du nucléaire. Vous savez, 3000 centrales nucléaires en Afrique, ça peut paraître énorme pour l'ambiance écologiste, un peu comme ça, anti-nucléaire, mais c'est l'équivalent de ce qu'on a en France. On a 56 centrales sur un territoire très petit. L'Afrique, c'est 50 fois plus grand. 3000, c'est à peu près l'équivalence, entre guillemets.
Et aujourd'hui, je pense que c'est un développement qui devient inarrêtable. Bon, il y a l'Afrique du Sud et la dynamique des BRICS. Il faut savoir que l'Afrique du Sud fait partie de l'alliance des BRICS. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui que, avec la création qui a eu lieu en 2014, vous savez, de cette nouvelle banque de développement, qui a un capital de 100 milliards, dont une partie va être justement réservée au développement du nucléaire en Afrique. Et dans ce cadre-là, justement, que ces centrales vont être créées. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est... et c'est un peu ce que je reproche au plan Borloo, c'est qu'on fait miroiter, si vous voulez, un développement durable, c'est-à-dire éolien, solaire, à un continent comme l'Afrique, alors que d'un point de vue, bon, sans rentrer dans les détails scientifiques, d'un point de vue du flux de densité énergétique, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Mais quand on regarde le prix aujourd'hui de plaques photovoltaïques, est-ce qu'on peut vraiment s'élancer dans cette aventure ? Non, pas du tout. Fukushima n'était pas un problème lié au nucléaire en tant que technologie. C'était un problème, déjà, c'était une centrale de 2e génération, donc une très très vieille centrale. Aujourd'hui, on est capable de faire des centrales de 4e génération. L'EPR L'EPR, c'est la 3e. L'Afrique du Sud avait un programme de 4e génération qu'elle a abandonné en 2010, malheureusement. Donc, on appelle à ce qu'elle le relance très vite. Et aujourd'hui, il y a plusieurs pays d'Afrique qui se lancent. Par exemple... cette semaine, au moment aujourd'hui, vous avez 11 experts de l'AIEA qui sont actuellement au Kenya. Et vous avez le secrétaire à l'énergie qui s'appelle Joseph Njoroge, dont j'ai ici la déclaration qu'il a faite cette semaine. C'est quoi comme déclaration ? Il a dit « Pas de marche arrière sur cette route vers la croissance économique et la prospérité. L'électricité d'origine nucléaire fait partie du processus qui nous y amènera. » Donc ça, c'est le secrétaire à l'énergie du Kenya. Il y a déjà beaucoup d'étudiants de ce pays qui étudient en Corée du Sud, par exemple, aux États-Unis. Et ça, c'est concret. C'est-à-dire les projets vont démarrer maintenant. Il y a 2 autres pays qui sont sur la liste et qui attendent la visite de l'AIEA, des experts. C'est le Nigeria et le Maroc, donc, qui ont également un programme qui est en cours. Et pour finir, évidemment, comme vous le savez, Al-Sisi, qui était en Russie la semaine dernière et qui ont signé le protocole de la création d'une centrale nucléaire, donc de 1000 MW, qui commencera prochainement. Donc, il y a, ce que je veux dire, c'est que c'est concret. Il y a une renaissance, un début de développement du nucléaire en Afrique. C'est nouveau, ça a fait peur pendant des années. Et il ne faut pas se baser sur ce qui est arrivé à Fukushima, qui était une erreur humaine et pas une erreur scientifique, pour empêcher l'Afrique de se développer par le nucléaire. Alors, dites-moi, en entendant parler, on peut dire que voilà, il y a la promotion, c'est un VRP pour les nucléaires, pour les centrales nucléaires. Oui, et justement, parce qu'il a donné tout le côté positif des centrales nucléaires, oui, tout à fait, mais le nucléaire, moi, bon, c'est pas une question idéologique, hein, je ne suis pas contre le nucléaire, mais seulement c'est tout simplement la maîtrise technologique du nucléaire. Parce que déjà, on parle de Fukushima, mais avant Fukushima, il y a eu d'abord Tchernobyl. Et donc, on a vu quand même un peu le dégât du nucléaire. Donc, aujourd'hui, les pays africains, je ne suis pas sûr qu'ils sont aujourd'hui prêts ou qu'ils maîtrisent réellement donc, la technologie nucléaire. Et vous savez très bien que le nucléaire, quand même, c'est pas une mince affaire. Ça ne concerne pas seulement le pays où ça explose, mais aussi tout ce qui est autour. Donc, il y a en Afrique des barrages que l'on peut développer, par exemple le barrage de Cabora Bassa au Mozambique, et qui donne de l'électricité aux pays environnements comme la Zambie, le Zimbabwe, et puis aussi donc, ce nouveau barrage éthiopien qui est en cours de construction, et qui est censé être le plus grand barrage moderne d'Afrique ou même peut-être du monde. Donc là, on peut développer l'énergie, l'électricité autour de ces, par exemple, des barrages et puis aussi de l'énergie solaire, comme le Maroc, par exemple, avec le désert du Sahara occidental, où ils sont en train de placer des photovoltaïques pour alimenter donc, le Maroc et puis une bonne partie de la Mauritanie. Donc là, et je crois que l'Afrique peut développer cette électricité que l'on considère propre. Bon, le nucléaire, c'est vrai qu'à terme, sera moins cher, parce que bon, la construction peut-être coûte cher, mais après, ça peut être une électricité à bon marché, mais le risque, c'est quand même des risques d'accident. Donc, que je ne crois pas que les Africains peuvent maîtriser à long terme, parce que le nucléaire, c'est 50 ans après.
vous donne des arguments, des contre-arguments. Pour vous, c'est quoi en fait en réalité pour qu'on puisse choisir le nucléaire? Moi, je pense que l'argument, il est politique. Vous prenez par exemple des pays aujourd'hui comme l'Argentine, qui ont été considérés comme des pays sous-développés, émergents, etc. Aujourd'hui, l'Argentine a construit 4 centrales nucléaires qu'elle est tout à fait capable de gérer. Elle vient de lancer son premier satellite dans l'espace. Elle a une industrie moderne, scientifique, avec des gens à des niveaux de qualification très élevés. Et moi, je crois que souvent, on considère les Africains comme plus arriérés qu'ils ne le sont, si je peux me permettre, et qui sont tout à fait capables, dans un contexte comme ce qui se passe aujourd'hui en Argentine ou dans d'autres pays, qui se sont libérés justement de cette propagande impérialiste anti-développement qui autorisait le nucléaire pour nous, mais pas pour les autres. Et c'est ce qu'on a vu au sommet de Copenhague, où on a dit, vous n'allez pas vous développer d'un point de vue moderne, et on vous donnera de l'argent, et vous ferez des énergies renouvelables d'appoint. Mais... Et je regardais justement le projet d'électricité sans frontières. Donc, ils vont dans des villages et ils mettent un panneau solaire sur une maternité ou sur une école. Ça ne marche même pas. Au bout de 6 mois, il y a de la poussière partout. Ils ne sont pas capables de l'entretenir. Donc ça ne marchera pas, des développements d'appoint. Il faut un programme, comme le font les BRICS en fait, un programme global qui va du haut vers le bas, où l'énergie devient une question nationale. Et je pense que c'est ce qu'a très bien compris l'Éthiopie, ce qu'a très bien compris l'Égypte. Le Nigeria commence à le comprendre, le Kenya également. Et pour moi, c'est vers ça que va tendre aujourd'hui l'Afrique. Alors, l'Afrique a quelque chose, a des eaux, tout, etc., des mers, de confluents, de rivières, etc. Mais pourquoi on est à la traîne, on n'utilise pas ces potentiels-là, comme en RDC, par exemple? Parlons-en un peu de la RDC, parce que vous avez un projet sur ça. Il y a un projet pour la RDC qui est passionnant, que j'ai appelé le projet Lumumba, parce que ça date. Pourquoi Lumumba? Parce qu'à l'époque, il y avait un débat sur ces questions-là. Les gens oublient, en fait. Par exemple, en 1900, si on prend l'époque de Kennedy, à l'époque de Kennedy, quel est le premier président qu'il invite à la Maison-Blanche? C'est Kwame Nkrumah. Pourquoi? Pour signer un accord de la création du barrage d'Akosombo, à l'époque. Donc il y a une intention de développer des grands projets en Afrique. Mais après, avec le départ de ces leaders comme Lumumba, Nkrumah et autres, tous ces projets-là sont rangés au placard. Thomas Sankara avait le projet de la muraille verte, déjà dans les années 70-80. Donc tous ces projets-là ont été abandonnés avec la mort, l'assassinat même de ces leaders. Mais si on regarde la période de Lumumba et pour la RDC, il y a ce très beau projet que je porte et que je défendrai, qui est très important, qui est le pont entre Kinshasa et Brazzaville. 7 km 300 voilà, à peu près. Voilà, et qui est un projet qui à l'époque était débattu, justement parce qu'il y avait une volonté de travailler ensemble, de développement mutuel, de sortir de l'impérialisme et du colonialisme, et de plus voir comme frères ennemis. Aujourd'hui, on a recréé ce contexte de frères ennemis aujourd'hui, parce qu'il y a les ressources qui sont limitées, il y a la guerre, il y a les crises économiques. Alors votre projet, c'est quoi? Ça s'articule autour de quoi? Ça s'articule autour de quoi? C'est l'électricité, il y a les transports. Il y a les transports. Il y a un projet qui a été présenté d'ailleurs au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui est resté lettre morte, évidemment, comme beaucoup de choses, qui est un projet donc, du pont, justement, entre Kinshasa et Brazzaville. Il y a un projet également d'une boucle ferroviaire d'environ 10 000 km. Il faut savoir que pour beaucoup de gens en Europe, on vous dira que c'est un projet pharaonique. Dernièrement, vous avez vu la presse française concernant le canal de Suez. 72 km le canal de Suez, la doublure. Oui. On a parlé d'un projet pharaonique, 72 km. En France, on a 10 000 km de canaux, alors que c'est tout petit la France. Donc on mélange les proportions, vous voyez, les gens n'ont plus les repères suffisant pour voir où est la propagande et où n'est pas. Alors rapidement sur la RDC, oui. Comment ça parle de il y a le barrage d'Inga qui a un potentiel de 100 000. Il y a phase 1, 2, 3. Voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est fait évidemment en partenariat avec l'Afrique du Sud, alors que ça devrait être un projet, moi je pense, pour les Congolais et par les Congolais, comme ce qu'on a pu voir en Éthiopie. Ça, c'est mon avis personnel. Ça peut se faire différemment dans une alliance de pays, comme les BRICS par exemple. Bon, c'est à voir. Et il y a cette boucle intérieure de développement infrastructurel qui comporte une ligne de chemin de fer de 9500 km. Il y a des schémas sur Internet. Ça fait toute une boucle à l'intérieur de la RDC pour désenclaver le pays, faire des corridors de développement avec les lignes électriques qui vont traverser enfin le pays et pas partir de Kinshasa ou de Inga 1 pour aller jusqu'au Katanga où les matières premières vont s'enfuir on ne sait où sans bénéfice pour le pays. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il y a un projet, je veux dire, il y a des gens qui dans les années 60-70, et c'est un peu ce que notre organisation a ressorti et a retravaillé, c'est que dans les années 70, il y avait des programmes de développement cohérents, de développement intégré pour l'ensemble de l'Afrique et par pays, dont on parle maintenant, qui existaient, mais qui sont restés dans les placards à cause de la géopolitique. Alors, et c'est de ça qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est sortir de la géopolitique, et ça deviendra plus simple, à mon avis. Alors, nos dirigeants
nos gouvernants sont des irresponsables. Absolument, ça c'est... Bon, on ne peut pas dire ça comme ça, irresponsable. Moi, je l'ai dit, directement, Franco, pardonnez-moi l'expression. Voilà, mais ce sont des gens qui parlent, maintenant, surtout le terme qui est en vogue, c'est l'émergence. Donc, avant, c'était pays en voie de développement, maintenant, on parle d'émergence. Donc, tous les pays sont des pays émergents aujourd'hui, malheureusement, en Afrique. Bon, malheureusement, heureusement, oui, je ne sais rien. Oui. Hein, donc, mais ce qu'il vient de dire, bien sûr que si les voies de communication donc, sont performantes en Afrique, surtout au Congo, en RDC, qui est un pays vaste, énorme, et où les distances sont énormes. Et donc, si on développe ces questions de transport, surtout entre les deux Congos, il y a... Le transport de l'électricité aussi des infrastructures, aussi également aussi la technologie qui va partir du Ninga jusqu'au voilà, parce qu'ils sont liés les uns aux autres. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, donc les trains ne peuvent pas circuler. Il y aura pas on ne peut pas parler de possibilité de circulation ferroviaire. Donc, vous savez que l'électricité quand même joue un rôle important dans ces zones-là. Mais d'où son côté développement. Quand on parle de développement, essentiellement, on doit parler d'électricité. Donc, mais entre les deux Congos, il y a plus qu'un pont, parce que les deux Congos, quand même, et ce fleuve, ça fait quand même un bon moment qu'on parle de ce pont, donc qui n'arrive toujours pas. Peut-être qu'avec votre action aujourd'hui, dans les années à venir, ça va se faire. Alors, ça va se faire. Il nous reste 1 minute 30 pour quitter ces plateaux. Dites-moi vos propositions, rapidement, à 1 minute 30. En 1 minute 30, il y a un autre projet qu'il faut promouvoir. Je pense que c'est le projet Transaqua pour toute l'Afrique centrale. Qu'est-ce que c'est ? C'est le projet de revitalisation du lac Tchad, en fait, qui est un projet que j'ai défendu moi-même à N'Djamena lors du Forum mondial du développement durable, qui était rejeté par les institutions françaises, rejeté par l'AFD, rejeté par les écologistes, pour des raisons qu'on allait bouleverser l'écosystème. Chose très drôle, puisque là-bas, le lac disparaissant, l'écosystème est en train de mourir, les gens sont en train de mourir, tout est en train de mourir. Mais on nous dit qu'on ne va pas bouleverser l'écosystème. Donc il y a une grande part d'hypocrisie là-dedans. Il y a 30 millions de personnes qu'on doit sauver aujourd'hui. On doit sauver le lac. Et il existe un projet qui s'appelle Transaqua. Nous sommes d'ailleurs, avec notre organisation, en train de produire un documentaire sur la question qui va être promu à l'échelle internationale. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un projet qui intéresse les BRICS et qui n'intéresse pas l'Europe. Donc, voilà. Alors, 7% de la population africaine est éclairée. Comment expliquer cela ? Comment l'expliquer ? 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, les 2/3 de la population. Donc, et aujourd'hui, donc, c'est quand même un constat effarant, parce que là, il faut quand même parce que si on ne développe pas ce secteur, donc aucun développement n'est possible, parce qu'aujourd'hui, tout passe par l'électricité. Une bonne partie, donc, le pays dont vous avez donné l'exemple, par exemple l'Argentine, donc l'Argentine est entièrement couvert d'électricité, tout le territoire. Donc l'Afrique aussi a besoin de ça. L'Afrique a besoin donc de ce grand projet d'électricité. Moi, je crois au projet Borloo. J'y crois parce que j'étais à sa conférence. Donc, jusqu'à preuve du contraire, maintenant, je le suis parce que là, en ce moment, il est en tournée en Afrique. Il a été reçu au Gabon les 28 et 30 août dernier par le président gabonais Ali Bongo. Donc, grand défenseur du développement en Afrique. Tout à fait. Et donc là, Borloo, donc maintenant, il a fixé le cap et donc on va le voir à l'œuvre. On va le voir à l'œuvre. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, mes chers intervenants, débatteurs, l'Afrique a besoin de l'électricité. Avec 2/3 de la population sans électricité, on peut dire l'Afrique est dans le noir. Et les Africains sont dans le noir, comme les Ivoiriens ont dit, si vous êtes des Ivoiriens, donc vous voyez absolument rien parce qu'ils sont Ivoiriens. Alors, moi, je pourrais dire, la seule solution, l'alternative, c'est aussi avoir du nucléaire, c'est que je peux penser, et également d'avoir aussi l'énergie propre, éolienne, ou également photovoltaïque, ou si on veut, fossile, tout ce qu'on veut, mais que ça ne pollue pas l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin, bien entendu, d'évoluer. Évoluer comment ? Dans un cadre où va s'y retrouver
émergents. En 2050, il y aura des industries, et à travers ces industries, on va pouvoir, bien entendu, évoluer. L'émergence ne peut pas venir seulement avec des rapports, et l'Afrique engorge de rapports, et c'est que nous demandons à la communauté internationale de faire un effort, et aussi la communauté africaine de faire de la sorte de montrer que c'est une vraie communauté de nations, une communauté où on peut bien entendu espérer quelque chose de cette communauté africaine. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.